Bienvenue Pierre, bienvenue Mégane. Merci beaucoup. Salut. Merci d'être venu jusqu'à Nantes, parce que vous n'êtes pas du coin, de Marseille et Biarritz, Biarritz, si ouais. je ne dis pas de bêtises. Donc je suis sûre que chez vous, il ne fait même pas aussi chaud qu'ici. Je vous souhaite la bienvenue et je vais surtout vous poser la première question. Marketing Flow, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissent Marketing Flow? Oh, oh, oui. Ok. Donc on a un 10-20% là de gens qui savent de quoi on parle à peu près, mais qui ne connaissent pas tout, les dessous de Marketing Flow. Je vous laisse présenter. Du coup, on va livrer des secrets, c'est ça? Tout à fait, c'est ce qu'on attend. Ok. Alors, bonjour à tous, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Et du coup, pour vous présenter Marketing Flow en quelques mots, je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc en fait, avec Pierre, on est potes à la base. On a fait nos études ensemble et il y a quelques années, 3-4 ans, on a commencé à bosser en freelance tous les deux sur des sujets growth marketing et on a accompagné des boîtes à impact positif, notamment dans la région nantaise, les Mini-Mondes, BIM Énergie, Smala, que peut-être vous connaissez un peu. Et en fait, on a mis en place plein de stratégies pour eux, que ce soit en termes de publicité, de copywriting, d'emailing, enfin voilà, on a vraiment fait plein de choses pour eux. Et en fait, on a accompagné ces boîtes et de l'une à l'autre, on arrivait à avoir des résultats super cool. Donc on arrivait à les faire passer de 0 à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires entre 6 à 12 mois. Et on s'est dit, on a commencé un petit peu à parler de ces résultats-là sur LinkedIn. Et là, on a reçu beaucoup de demandes d'accompagnement d'autres boîtes à impact qui voulaient qu'on refasse la même chose avec eux. Et du coup, on a eu un peu deux options. Soit on fait une agence, et donc là, on accompagne une par une des boîtes et on met en place pour elles ce qu'on avait déjà fait pour ces startups. Soit on fait en sorte de leur apprendre à ces boîtes-là, de leur donner accès à toutes les stratégies que nous, on a mis en place, et pour qu'ils puissent les reproduire eux-mêmes, et donc accélérer la croissance de leur boîte. Et c'est comme ça qu'est né Marketing Flow. Donc à l'origine, c'était une newsletter. Donc on envoyait pour rebondir. On en parlait juste avant des newsletters. Exactement. Comme quoi ça marche. Je confirme, c'est un super levier. Et du coup, on a lancé cette newsletter, je pense, il y a 2 ans. 2 ans et demi peut-être. Ouais. Vas-y, je te laisse faire la suite. Tu me laisses la suite comme ouais, ça? Vas-y, okay, très bien. C'est la première fois qu'on fait un ping-pong comme ça. Vas-y. Ok, c'est parti, je me jette dans le bain. Ouais, en fait, c'est vraiment parti de ce constat de se dire on va aider ces boîtes-là à internaliser la compétence. Parce qu'on n'avait pas envie de recruter des personnes, on n'avait pas envie de devenir une agence et de manager des personnes. Manager des personnes, c'est un super beau métier, c'est faire grandir des gens. Mais à cette époque de nos vies, c'est pas ce qu'on avait envie pour notre quotidien. Et on s'est dit, ok, on va plutôt aider toutes ces boîtes à internaliser. Et donc on s'est dit, ok, le meilleur moyen de commencer, c'est de chaque semaine, pourquoi pas, documenter les stratégies que nous, on a déjà mis en place dans une newsletter. On va l'envoyer une fois par semaine, tous tes emails. Il y a un tutoriel, 1500 mots, des screenshots, et vous pouvez mettre en place une stratégie d'acquisition, une stratégie de rétention, de conversion, etc. C'était une newsletter qui était payante, à 9 € par mois. On a eu à peu près 300 abonnés dessus. La problématique de la newsletter, c'est que c'est difficile de savoir qui rentre dedans. Et du coup, on n'accompagnait pas que des boîtes à impact, mais un petit peu tout le monde qui avait envie d'accélérer sa boîte avec nos contenus. Et du coup, on a demandé des feedbacks aux quelques boîtes à impact qui avaient rejoint cette newsletter, et on s'est rendu compte qu'elles avaient besoin de plus, elles avaient besoin de réponses à leurs questions. Et donc là, on s'est enfermé pendant 2-3 mois. Enfin, surtout Mégane, elle a pris le taureau par les cornes, elle s'est formée au no-code, et elle a créé une plateforme en branchant plein d'outils dans tous les sens pour créer une plateforme communautaire dans laquelle on a rassemblé toutes les stratégies qu'on avait déjà documentées. Et on a lancé ça en avril 2021. Ouais. Une plateforme communautaire qui a rassemblé un plan d'action, une centaine de stratégies de croissance et un espace d'entraide, du coup, dans l'idée de se dire, OK, on va rassembler plein de boîtes à impact et on va les aider à s'entraider. Et c'était le tout début, on va dire, de la communauté Marketing Flow. Et du coup, alors vous vouliez pas manager des équipes, le but c'était pas du coup d'embaucher des gens, ce qu'on comprend là, mais vous êtes combien à gérer Marketing Flow aujourd'hui? Il n'y a que nous. Ok. Il y a nous deux. Voilà, de temps en temps, quand on a des besoins très précis, notamment pour faire notre logo. Alors, on est des grosses vaches en design, donc on ne l'a pas fait nous-mêmes. Donc là, on a fait appel à des freelances pour nous aider, mais sinon, toute la tech, la plateforme, la com, les newsletters, les rédactions, les posts, on fait tout nous deux. On n'est que deux à gérer Marketing Flow. Ça vous Flow. prend combien de temps par semaine? Du coup, nous, on bosse 3 jours par semaine sur Marketing Flow.
L'idée, c'est on a un fonctionnement un petit peu hybride avec Mégane, c'est-à-dire que pour nous, le meilleur moyen de donner les meilleurs conseils à nos membres pour qu'ils continuent à développer leur croissance, c'est d'être toujours dans l'opérationnel. À partir du moment où on sort de l'opérationnel, on devient la personne peut-être qui fait des slides et qui donne la stratégie mais qui ne l'a pas exécutée. Et entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Et nous, ce monde, c'est à nous de le rétrécir au maximum. Donc 2 jours par semaine, on continue tous les deux à travailler en freelance avec des clients. Donc c'est des boîtes à impact. Moi en ce moment, je bosse avec un drive zéro déchet, une boutique de fringues éco-responsables. Mégane avec un client dans l'hydrogène par exemple. Ce qui nous permet d'avoir toujours les mains dans le cambouis, 2 jours par semaine. Et après 3 jours par semaine, on anime la communauté Marketing Flow. Donc aujourd'hui, la communauté Marketing Flow, c'est 280 membres. C'est des fondateurs de boîtes à impact, des respos marketing de boîtes à impact et des freelances qui font du marketing et qui accompagnent uniquement des boîtes à impact. L'idée, c'est de rassembler des personnes qui ont 2 points communs. Ils se lèvent chaque matin pour développer des boîtes à impact et ils ont la casquette marketing. Et l'idée, c'est de s'entraider au quotidien, donc avec un espace d'entraide, les stratégies de croissance, des lives, etc. etc. Donc, cette communauté, donc avril 2021, c'est là que vous avez vraiment pivoté, d'accord ? C'est une communauté qui s'est créée progressivement, j'imagine. J'imagine qu'il y a aussi eu des hauts et des bas, quelques bumps sur la route. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette création de communauté à l'origine ? J'y vais. Effectivement, il y a un truc qu'on a conscientisé beaucoup plus tard, c'est que c'est très dur de transformer une audience en communauté. On avait une audience, on avait des gens qui nous suivaient, notamment beaucoup Pierre sur LinkedIn. Pierre avait lancé une newsletter 2 ans auparavant qui s'appelait Les petits hacks marketing, que peut-être vous avez déjà vu passer quelque part. Donc il y avait des gens dans le pipe, entre guillemets. On avait des abonnés à notre newsletter Marketing Flow. Et on s'était dit, on va créer un espace d'interaction. Et c'est bon, la communauté, elle est partie. Spoiler alerte, pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Créer une communauté, c'est très dur. Donc on a eu effectivement beaucoup de, comme tu disais, des bumps, des hauts et des bas. Il y a eu des wins, il y a eu des choses qu'on a mal faites. Donc si on va essayer d'en partager un maximum ici. Si vous avez l'occasion, enfin l'envie de créer des communautés, on va essayer de vous donner un max d'erreurs que nous on a faites pour pas que vous les reproduisiez. Mais effectivement, c'est pas facile. Une audience, une communauté, c'est pas la même chose. Une audience, on distribue de l'information, elle va écouter, des fois liker. Une communauté, on passe à un modèle en toile d'araignée, plus un modèle en chandelier, où en fait on veut qu'il y ait des interactions entre les membres, entre eux, sans qu'il y ait besoin forcément que nous... De l'animer. Exactement. Donc ça, c'est un vrai travail. Ça prend du temps. Okay. Ça a pris 2 ans. Ouais, et je pense que une des premières choses qu'on a fait pour rassembler les premières personnes, c'était de présenter un petit peu un projet commun, une vision commune. Et je pense que quand on a commencé à partager ces études de cas, les mini-mondes, BIM Énergie, Smala, qu'on a fait passer à plus d'1 million d'euros de CA, c'était l'idée de se dire, OK, nous, on a cette mission en commun qui est d'aider les entreprises à impact positif à gagner des parts de marché pour devenir la norme. C'est ça le projet, c'est ça la mission. Est-ce que vous avez envie d'adhérer à ça ? Et je pense que ce message, il a résonné avec pas mal de fondateurs de Respo Marketing qui se sont dit, bah oui, on veut aller dans cette direction, on veut se développer. Et donc, c'est comme ça qu'on a rassemblé les premières personnes qui avaient envie de nous rejoindre. Et ça, c'est important, je pense, de commencer avec un projet commun. Le deuxième choix qui a été hyper difficile, mais qui était nécessaire, c'est que quand on a lancé cette plateforme, à la base, c'était écrit noir sur blanc sur le site, c'est que pour des boîtes à impact. Mais du coup, vous pouviez arriver et prendre votre abonnement comme ça. Donc, c'est un abonnement annuel. Mais en fait, d'un coup, je reçois une notification, genre au tout début, le prix de Marketing Flow, c'était 500 € hors taxe l'année. Et en fait, l'idée, c'était de dire on commence à un tarif qui est assez bas et on va co-construire au fur et à mesure avec les membres pour apporter de la valeur et on va augmenter le prix au fur et à mesure. Pouf, je reçois une notification, 500 € hors taxe. Donc là, je fais la petite danse de la joie dans la cuisine, comme tout entrepreneur qui reçoit une notification d'une vente. Et là, je regarde le profil de la personne et en fait, il a un bot pour investir en crypto. Et là, je fais waouh, ok, là, il y a un bug dans la matrice, il n'a pas compris le message. Et du coup, je me dis, bon, je vais quand même lui demander, hein, je ne suis pas juge ou quoi que ce soit, donc je vais lui demander, tu peux me dire c'est quoi l'impact positif, s'il te plaît ? Et il m'a répondu très simplement, en fait, j'aide les gens à acquérir un statut social en devenant riche. Et là, je me suis dit, waouh. Gros impact. C'est un gros impact finalement, mais est-ce que c'est celui que vous cherchiez à développer ? Un peu chaud, donc là c'était un peu code rouge, allô Mégane, bon là c'est la merde, ça va pas du tout, et donc il y avait vraiment cet autre point, et là on a beaucoup discuté, on s'est dit il faut fermer l'entrée à la plateforme, il faut fermer l'entrée à la communauté, puisqu'une communauté c'est des personnes qui partagent des mêmes valeurs, une même vision, qui veulent remplir une même mission, et c'est important d'avoir une certaine homogénéité.
Et en fait, on ne peut pas arriver dans un endroit communautaire où en fait, ça ne matche pas avec les gens, quoi. On arrive, on discute et je sais pas, moi j'ai envie de changer le monde et il y a un énorme shark à côté de moi qui veut juste faire du bif, entre guillemets. Bon, on va pas s'entendre, en vrai, le feeling il va pas passer, quoi. Donc en fait, on est passé de rejoindre et payer à postuler et on a dû mettre des critères de sélection. Et donc on a dû s'aligner sur des critères de sélection qui étaient il faut que tu sois un fondateur, un respo marketing ou un freelance, puisque c'est ça les 3 profils qu'on pense intéressants et complémentaires pour collaborer et s'entraider. 2, il faut que l'impact positif, il soit au cœur de ta mission et ta proposition de valeur. Et ça, c'est vraiment ce critère-là qui nous a permis très facilement de faire le tri, puisqu'en fait, il y a plein de boîtes qui vont dire « Oui, je fais ça, mais je reverse 10% à une asso ». Oui, mais est-ce que quand tu te lèves le matin, le cœur de ton offre, de ta mission, de ta proposition de valeur, elle impacte positivement le monde ou la société qui nous entoure? Si ce n'est pas le cas, désolé, mais tu ne peux pas rentrer. Et donc là, c'est ça qui nous a permis très facilement de pouvoir après dire oui, non, et de s'assurer qu'à l'intérieur, on avait des gens qui partageaient du coup les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Et pour ajouter là-dessus, c'est très engageant quand tu es une boîte et c'est contre-intuitif en marketing parce qu'on se ferme des opportunités de malade. En termes de potentiel de chiffre d'affaires perdu, c'est énorme pour Marketing Flow. Je pense qu'en moyenne, la première année, on refusait à peu près 60-70% des gens qui postulaient pour nous rejoindre. Donc c'est vraiment très engageant, mais c'est aussi ce qui fait que du coup, les membres de la communauté, ils se disent ouais, ils font pas les choses à moitié, je me reconnais là-dedans, moi aussi je veux me lever le matin, moi aussi j'ai envie de changer les choses, chacun à son échelle, chacun avec sa propre mission et ses propres produits et ses offres. Mais ça, c'était vraiment le premier critère qui a fait que notre communauté, elle est aujourd'hui ce qu'elle est engagée, que les gens se reconnaissent. Il y a quelqu'un dans la communauté qui s'appelle David, qui travaille chez Asso Connect, qui nous a dit « Moi, je sais qu'à chaque fois que je vais contacter un membre de Marketing Flow, je vais passer un moment sympa parce qu'ils sont tous cool. » Je vois Hélène qui est membre de la communauté qui fait oui. Est-ce que ça vous a fait peur? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit « Ouais, ok, 70% de refus ». Est-ce qu'on se pose la question de revirer? Est-ce que justement on accepte ces boîtes qui ne sont pas vraiment à impact, mais qui ont quand même une envie de, à côté, faire un peu mieux que ce qu'ils font au quotidien? Tu veux que j'aille? Comme tu veux, je pense qu'on va dire la même chose. Ouais, du coup, on a lancé la plateforme en avril 2021. Et on a lancé, comme je disais, à 500 € hors taxe l'année. Et en fait, on savait qu'on allait augmenter le prix au fur et à mesure pour matcher la valeur qu'on apportait, mais on voulait co-construire avec les membres. Et donc, du coup, après, on s'est dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on est 2 aussi. Donc, imaginons qu'il y a quelqu'un qui rentre dans Marketing Flow demain et qui nous fait des feedbacks en mode ça va pas, ça va pas, ça va pas. En vrai, on n'a pas les reins à 2 pour d'un coup, boum, sortir la feature le lendemain. Donc, en fait, on a besoin de temps pour développer, créer, etc. Et donc, on s'est dit, tous les 6 mois, on va augmenter le prix de 100 € hors taxe. Et ce prix va augmenter, mais uniquement pour les nouvelles personnes. C'est-à-dire que la personne qui rejoint à 500 € hors taxe, l'année d'après, si elle décide de renouveler son abonnement à nos côtés, elle continue à payer 500 € hors taxe. Et donc, la première augmentation de prix a lieu en septembre 2021. Et elle a lieu, du coup, c'est le 1er octobre, quoi. Donc, on fait une petite campagne de com pour annoncer le truc, etc. Le 15 septembre, on a genre 20 personnes qui postulent, il y en a 2 qui font de l'impact. Là, on s'appelle, parce que du coup, Mégane est à Marseille et je suis à Biarritz. Et on a dit, qu'est-ce qu'on branle là? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on est complètement à côté de nos pompes. Le marché, il n'est pas prêt, il n'y a personne. Ça ne va pas le faire, quoi. Et en fait, il y a 18 personnes qui nous rejoignent dans les dernières 48 heures de l'augmentation de prix, qui font de l'impact. Et là, on valide à ce moment-là le modèle et on se dit, c'est bon, on peut y aller, on peut continuer, etc. Donc oui, clairement, on a clairement eu les chocottes plein de fois. Pas de doute là-dessus. C'est normal. Ouais, il y a des fois, on n'emmenait pas large. Et du coup, donc là, on découvre un peu comment vous avez construit au départ cette communauté, un peu les peurs que vous avez pu avoir et les choix assez drastiques que vous avez pu faire en termes d'entrée, de porte d'entrée. Mais cette communauté, elle s'entretient, elle s'anime, et vous êtes que 2. Ouais. Et du coup, comment est-ce que vous arrivez à maintenir super engagés? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le mot d'ordre aussi de Marketing Flow, c'est des gens hyper engagés, pas forcément extrêmement nombreux, puisque c'est pas votre objectif, mais des gens qui sont à fond avec vous. Comment vous faites ça au quotidien sur ces 2 années qui sont écoulées? Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on peut commencer ce qu'on a appris. En fait, comme je disais tout à l'heure, au début, on s'est dit, on crée l'espace d'interaction, les gens partagent les mêmes valeurs, c'est sûr, ils vont parler, c'est sûr qu'ils vont se demander des conseils, ils vont s'aider. Pas du tout. En fait, il faut donner l'exemple. En tant qu'animateur de communauté, il faut absolument que nous, on donne l'exemple, c'est-à-dire que
dès qu'il y a une personne, donc nous on a deux façons de participer dans l'espace d'entraide, après on fait des lives, etc. On pourra y revenir, peut-être Pierre, tu pourras enchaîner là-dessus si tu as envie. Mais en gros, en tout cas sur les interactions dans l'espace d'entraide, on s'est dit il faut absolument que quand quelqu'un pose une question, nous, on soit modèle, on réponde hyper bien, on apporte beaucoup de valeur, on fait des réponses détaillées, on n'est pas sur Slack, on utilise un outil qui s'appelle circle.so, donc on n'est pas sur Slack et en mode on met un emoji ou genre oui, non, non, là on fait vraiment des réponses détaillées, genre la personne te dit « Hello, est-ce que quelqu'un peut me faire des retours sur mon site internet ou sur ma homepage parce que je ne sais pas si le message est clair ?» Boum, pas de souci, voici mes retours. Point 1, point 2, point 3, et à la fin des liens, vers des tutoriels qui sont dans la plateforme, vers d'autres boîtes qu'on a vues qui faisaient ça bien, etc. Et donc ça donne l'impulsion. Parce que du coup, nous, en tant qu'animateurs, on a ce rôle dans une communauté, il faut vraiment montrer l'exemple. Si on attend des gens qui fassent quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire, bah, il ne va rien se passer, quoi. Vraiment, c'est important. Donc ça, c'était le premier truc pour maintenir les gens engagés. Et le deuxième truc qu'on a fait, qui a bien marché au début, mais alors, ça nous a pris du temps, enfin on a mis quelques mois à capter que c'était un levier intéressant, c'est d'avoir des ambassadeurs. Donc c'est des gens que tu vas missionner, qui ont payé ou pas leur abonnement, parce que des fois on avait des potes à qui on a fait tester, tu vois, au tout début du projet, mais aussi des personnes qui avaient payé un abonnement et qui étaient portées par la mission, qui y croyaient, qui avaient envie de s'investir. Il faut repérer ces gens-là dans la communauté, il faut leur dire « Hey, est-ce que toi, tu as envie, si tu veux, on a fait ça pendant 3 semaines, un mois, on avait repéré 5 freelances de la communauté qui étaient experts sur des sujets différents et on leur avait dit « Est-ce que vous pouvez poster chacun un jour ?» Donc il y en avait un le lundi, un le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, un conseil, dans l'espace donner un conseil, marketing. Et du coup, ça a lancé le truc. Mais d'avoir ces ambassadeurs, de donner l'exemple, ça, c'était vraiment les premières bases qu'on a mis en place pour générer de l'engagement dans la communauté. Et pour vous dire à quel point c'est contre-intuitif, c'est qu'à la fois ce que vient de dire Megan, c'est une très très bonne pratique, et à la fois ça peut vous tirer une balle dans le pied, puisqu'en fait, si vous êtes tout le temps la première personne à répondre de manière très constructive, qu'est-ce qui se passe? Les autres membres, ils se disent « Ah c'est bon, il y a Megan qui a répondu. Ah, il y a Pierre qui a répondu. » Et en fait, je ne me sens pas forcément légitime pour répondre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec Megan et Pierre qui commentent tous les posts et qui donnent des feedbacks, mais les membres ne participent pas. Et donc, du coup, dans d'autres stratégies, il y a le fait aussi d'attendre peut-être 24 heures, 48 heures, de voir s'il n'y a pas un membre qui veut y aller avant nous, pour montrer l'exemple. Et c'est aussi potentiellement de commenter et de taguer d'autres membres, donc d'avoir une très bonne connaissance de qui fait quoi dans la communauté, et par rapport à un besoin précis, donc ça peut être un feedback sur une illustration, sur une homepage, sur une campagne Facebook Ads, ça peut être une reco pour atteindre un objectif spécifique, etc. Si on sait qu'il y a quelqu'un qui a l'expertise, de la taguer, et cette personne-là va recevoir la notification par email, va pouvoir cliquer, arriver sur l'espace d'entraide et donner aussi son avis. Donc ça, c'est hyper important, parce que si on prend trop le dessus sur les membres, et en fait, derrière, on cannibalise tout le potentiel d'interaction. Et il y a un autre sujet par rapport à ça, c'est le côté, c'est vraiment notre rôle en tant qu'animateur, et ça c'est très dur, de créer les conditions pour que chaque membre se sente à l'aise et confiant de commenter malgré son niveau potentiel en marketing. Et nous, du coup, ce qu'on répète souvent, c'est de dire, avant d'être des marketeurs, on est des consommateurs. Et quand on veut un feedback, en fait, si en tant que consommateur, tu arrives sur un site et tu comprends rien, le parcours d'achat n'est pas clair, si tu te sens pas à l'aise de faire un retour en tant que marketeur, fais un retour en tant que consommateur. Mais du coup, c'est hyper important d'avoir cette bienveillance et de dire aux gens, c'est OK, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de réponses bêtes, etc. Parce que sinon, en fait, c'est ouf le nombre de personnes qui voient les posts, mais qui n'y vont pas et qui n'apportent pas cette valeur aux autres, alors qu'en fait, ils ont toute la connaissance en eux pour le faire, quoi. Et du coup, par rapport à cette communauté, quand tu disais, des fois, ça nous arrive de taguer parce qu'on sait que les gens ont la compétence nécessaire pour répondre à la question posée. Comment est-ce que vous arrivez à qualifier? J'imagine que le fait de postuler au départ, ça aide un petit peu. Mais comment est-ce que vous apprenez à connaître votre communauté? Est-ce que vous avez du one-to-one? Comment vous arrivez à cette connaissance de pointe? C'est une très bonne question. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place assez tard. Je pense qu'on a attendu 1 an avant de faire ça. Mais en fait, ce qu'on a mis en place, c'est des cafés de bienvenue. C'est-à-dire que tous les lundis, à 11h30, n'importe qui de la communauté qui vient de nous rejoindre ou qui est même là depuis un moment, on sera en visio avec Pierre, avec un café à la main, pendant une demi-heure, et on apprend à se connaître. Et du coup, chaque fois qu'un membre rentre dans la communauté, il reçoit toute une séquence d'onboarding. Donc déjà, il arrive sur l'espace d'entraide, il y a une petite vidéo de nous deux en train de dire « Hey, bienvenue, Marketing Flow, c'est ça, les valeurs, c'est ça, voilà comment tu peux utiliser la plateforme et tout ».
Et dans les mails qu'il reçoit, il y a « N'hésite pas à t'inscrire au prochain café de bienvenue ». C'est tous les lundis, donc il y en a forcément un où tu vas être dispo. Et du coup, c'est du temps hyper qualitatif où nous, on est en mode « on écoute ». On laisse parler la personne, raconte-moi ton histoire, tu faisais quoi avant, c'est quoi ta boîte, qu'est-ce que tu as mis en place, c'est quoi tes challenges en ce moment, tes objectifs, sur quoi tu es à l'aise comme pilier, etc. Et du coup, il y a un vrai travail de one-to-one il ne peut pas être automatisé parce qu'en fait, c'est des humains et gérer une communauté, c'est que de l'humain. Donc, tu es obligé de faire ce travail-là en tant qu'humain, de humain à humain, d'apprendre à connaître les gens. Et après, il y a aussi un truc qu'on fait beaucoup, nous, et qu'on a appris aussi sur le tas, au fur et à mesure, c'est de se faire, des fois Pierre va être en vacances, des fois je vais être en vacances, donc on ne va pas être tous les deux au café de bienvenue, mais de se faire des feedbacks en tant qu'animateur, de s'assurer qu'on a tous les deux l'information de tout ce qui se passe dans la communauté, c'est hyper important. Donc là, exemple très concret, Pierre était en vacances la semaine dernière, donc j'ai fait un café de bienvenue toute seule, j'étais avec une personne qui s'appelle Lorenzo, qui est trop cool, qui a créé une boîte Altovia, je vous conseille d'aller checker. Et en gros, il m'a raconté plein de trucs hyper intéressants. Et je me suis dit, c'est trop important que je fasse un retour à Pierre. Donc on a un espace Notion. Et là, j'ai écrit retour café de bienvenue avec Lorenzo. Bam bam, j'ai expliqué tout ce qu'il m'avait dit. J'ai tagué Pierre. Et je sais qu'au moins, il a l'information. Donc s'il y a un moment, je suis pas là et qu'il y a besoin de le taguer parce que lui, il a l'info pour aider un autre membre, au moins il le sait. Et du coup, il y a cette connaissance qui passe en fait entre nous deux et surtout entre les membres à nous et que nous ensuite on peut redistribuer à d'autres personnes parce que c'est notre rôle de faire le lien entre les différentes personnes d'une communauté en fait. Du coup, tu parlais de l'outil Notion qui vous sert un petit peu de base de connaissances, je pense comme beaucoup ici s'en servent de cette manière. Mais tu parlais d'un autre outil avant que vous utilisez justement pour animer votre communauté, donc c'est pas Slack, c'en est un autre. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Qu'est-ce qui fait que cette plateforme elle est hyper adaptée pour animer une communauté si jamais d'autres veulent se lancer? Alors, il y a plein de possibilités pour créer un groupe communautaire. Il y a le groupe Facebook, il y a WhatsApp, il y a Slack, je sais pas, il y a Telegram, Discord, etc. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Donc ça dépend vraiment de votre objectif et de ce que vous voulez faire. Le gros intérêt de Slack aujourd'hui, c'est que la plupart des gens travaillent dessus ou sont déjà sur un autre groupe Slack et du coup, ça s'intègre quand même assez bien dans leur quotidien de travail et du coup, pouf, une notif, c'est plus facile de penser d'aller dessus. Nous, on a choisi Circle puisqu'en fait, c'est un peu un mix, c'est un peu comme un forum, un peu comme un groupe Facebook, mais un peu plus qualitatif. Et c'est ce qui nous permet, comme dit Megan, de pouvoir vraiment se répondre en faisant des pavés. Mais comme ça, en vrai, je rigole pas, c'est des gros pavés de feedback hyper constructifs. Et en fait, sur Slack, c'est très rare de prendre le temps de faire ça. Et en fait, vous le savez bien, vous allez sur un groupe communautaire Slack où, je sais pas, il y a 500 000 personnes. En fait, en 1 heure, vous avez écrit un truc et c'est remonté. Et c'est terminé, en fait, la valeur, elle n'existe plus. Et du coup, nous, l'idée, c'est de se dire, ok, vu qu'on veut vraiment faire des textes qui sont hyper complets et constructifs, on a une barre de recherche dedans et c'est beaucoup plus facile et l'interface est beaucoup plus agréable pour pouvoir faire ce genre d'échange. Et ce qui est trop cool, c'est que vu qu'on a montré l'exemple, comme disait Megan, aujourd'hui, il y a plein de membres qui, quand ils font un retour, prennent le temps de faire 4-5 bullet points pour apporter de la valeur aux autres membres. Et donc ça, c'est vraiment cool. Donc je pense que c'est vraiment pour ça qu'on a choisi Circle, pour cet aspect asynchrone. Et aussi le fait que, en vrai, c'est trop chiant d'avoir plein de notifications tout le temps. Enfin, vraiment, on le voit, il y a plein d'emails, plein de notifs et tout. Et c'est trop, en fait, en tant qu'être humain. Et là, en fait, oui, peut-être qu'il y a certains membres de temps en temps qui oublient d'y aller. Mais en fait, au moins, quand tu y vas, tu prends le temps, tu passes 1 heure, 3/4 d'heure, tu lis les différents posts. Et tu te fais pas harceler par cette sursollicitation des notifs. Et je pense que ça faisait partie aussi de nos valeurs avec Megan. Je rajoute juste un mini point. On a aussi pris Circle.so parce que c'était une grosse boîte. En fait, il y avait quand même un sujet où, en marketing, où on essaie quand même de choisir des outils qui sont efficaces. Et c'est une boîte qui met régulièrement à jour la plateforme, qui lance des nouvelles fonctionnalités. Là, ils viennent de lancer une application qu'il n'y avait pas avant, qui est arrivée il y a 7 mois, je pense. Et ça, c'est cool aussi à prendre en compte quand on lance une communauté ou même pour tout type d'outils marketing qu'on va utiliser. Parce qu'en fait, la valeur qu'il y a maintenant dans l'espace communautaire de Marketing Flow, elle est énorme. Enfin, ça fait 2 ans que les gens postent des questions, qu'il y a des réponses, il y a des screenshots dans tous les sens, des exemples, des conseils et tout. Et du coup, de se dire que c'est quand même une boîte qui a un peu les reins et qui derrière nous permet de mettre à jour des choses, de proposer de nouvelles fonctionnalités à nos membres, mine de rien, ça, c'est pas le truc principal qui a joué dans la balance, mais ça compte aussi de choisir un outil qui est solide, quoi. Merci. Hier, Pierre et Megan m'ont confié qu'il n'y avait pas de question tabou. Moi, j'ai une question tabou, peut-être. Est-ce que Circle a, en tout cas, un respect
à impact dans leurs guidelines aussi. Est-ce que ça fait partie des critères qui vous ont amené à choisir cet outil-là? J'en ai aucune idée. Moi, honnêtement, je pense pas. Ok. Je suis pas sûre. Après, c'est toujours pareil. Je pense que quand tu montes une boîte, tu crées une communauté, etc., il faut quand même C'est que ça compliqué. fonctionne. Genre, il faut un truc qui marche. On aurait pu créer, je pense, en no-code, j'aurais pu bidouiller des choses, mais encore, des outils no-code engagés, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Oui. Donc, c'est pas si facile à trouver. J'espère vraiment qu'il y aura une alternative Donc, qui va si nous permettre de le ici, faire. quelqu'un est prêt à lancer Oui. un projet à impact On est chaud de pour de tester. l'animation de communauté, je pense que vous avez des testeurs et une communauté déjà engagée et nombreuse pour tester cette plateforme. Tout à l'heure, Pierre, tu parlais de live. Enfin, c'est Megan qui en parlait. Vous avez du contenu, du coup, que vous proposez vidéo et live aussi en retour. Pas uniquement, du coup, les gros pavés de contenu qui peuvent être consommés plus tard. On est d'accord? Ouais, ce que disait Megan tout à l'heure, c'est qu'une communauté, c'est des êtres humains. Et du coup, en fait, si l'humain n'est pas au centre des interactions, bah, ça peut pas vraiment, on peut pas vraiment créer du lien. Et en fait, c'est cool hein, d'être sur un espace digital, mais il y a un moment, il faut se voir, il faut pouvoir voir la personne en vrai et en fait partager des vrais moments de vie. Et du coup, ça, on l'a fait de deux manières. La première, c'est on a créé des lives. Donc, il y a 2 rendez-vous par mois. Donc ça, c'est pareil quand on est 2 et qu'on veut lancer plein de choses. Le hack, entre guillemets, c'est de tout templétiser. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait un truc, et ben en fait, c'est tout le temps le même ensuite. Donc nous, c'est le live, c'est le jeudi à 11h30. Et comme ça, notre cerveau, il n'a pas besoin de se dire « Attends, mais c'est quand déjà? C'est le 17, le 18 ?» Non, c'est le jeudi à 11h30. Il y a un live qui peut être le live retour d'expérience, où là, c'est un membre de la communauté qui vient partager une action marketing réussie, une campagne marketing réussie pendant une trentaine de minutes. Et là, il y a tous les autres membres après qui sont en live et qui peuvent poser des questions, etc. Et l'autre live, c'est le live SOS Marketing, où là, vous pouvez venir avec votre problématique du moment, vous la partagez, pendant 10-15 minutes, on est tous en visio, et on va pouvoir essayer de répondre pour en fait, essayer de vous débloquer et aller plus vite, et que vous repartiez avec un plan d'action et surtout de la motivation. Parce qu'en vrai, quand on est tout seul derrière son ordi, des fois, on sait ce qu'il faut faire, mais on a juste besoin d'un petit coup de pied dans les fesses pour le faire. Et quand on arrive et il y a des pairs en live qui sont sympas, et qui nous donne la motive avec le plan d'action qui va bien, en fait, on y va et dans la semaine, c'est fait. Donc ça, c'est 2 rendez-vous. Et l'autre élément qu'on a mis en place, et ça, c'était l'année dernière, c'est qu'on a décidé de monter dans un train avec Megan et simplement de faire des tours de France, où on va dans plusieurs villes de France et on fait des after-work avec les membres de la communauté. Donc là, typiquement, le talk qui termine à 18h, je pense qu'il y a une dizaine de membres de Nantes qui sont présents. Et après, on va aller se boire un verre tous ensemble. On en profite d'être à Nantes pour pouvoir voir les membres. Et donc ça, on a commencé ça en mai l'année dernière. Et on a fait, par exemple, Lyon, Marseille, Lille, Paris, Bordeaux, etc., etc. Et franchement, c'est un game changer. Quand vous voyez les gens en vrai, ça change tout pour créer du lien. Et donc, je pense que le digital, c'est cool. Mais il ne faut pas voir le digital comme quelque chose de central, mais plutôt comme une continuité jusqu'au moment où vous revoyez la personne en vrai pour continuer à garder le contact et s'entraider. Et je pense que c'est important de le voir dans ce sens-là et pas dans l'autre. Je sais qu'en termes d'actu, du coup, il y a eu ce Tour de France, mais il n'y a pas eu que ça. Parce que votre communauté, c'est pas que des gens qui échangent en ligne et vous qui allez à leur rencontre. Est-ce que votre communauté, elle se voit en dehors de vous aussi en tant que professionnels qui vont pouvoir effectivement échanger, faire du réseau entre eux? Est-ce que vous savez si ça se passe en dehors des murs de Marketing Flow? Ça, c'est un truc qui est très dur à évaluer, en fait, parce que tu vois, donc dans l'outil qu'on utilise, on voit le nombre de gens qui postent sur les différents canaux, le nombre de commentaires, on voit le nombre de personnes qui sont connectées, actives par jour, etc. On voit les messages qui sont envoyés, mais on ne voit pas tous ceux qui vont s'échanger sur LinkedIn, tous ceux qui vont se voir à un after-work ou un café, tout ça, on ne le sait pas. Donc, Pierre fait un travail monumental. Il prend beaucoup contact avec les membres de la communauté régulièrement pour échanger, pour comprendre ce qui se passe, comment ils vivent Marketing Flow, comment ça se passe, l'onboarding, s'ils arrivent à... Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui échangent, qui travaillent ensemble. Donc des freelances qui vont bosser avec des boîtes à impact de la communauté. Il peut y avoir des recrutements qui se passent, des collaborations, des invitations sur des podcasts, etc. Que nous, on ne sait pas, parce qu'en fait, si tu ne demandes pas, tu ne sais pas. Et effectivement, je pense que Pierre, toutes les semaines, il me dit « Ah tiens, je t'ai pas dit, machin, il a fait une mission de 6 mois pour telle boîte. »
Ah, ok, cool. Ah tiens, je t'ai pas dit, truc, il a recruté machin. Enfin, du coup, il y a des échanges qui se font, des échanges aussi. On a d'ailleurs 3 membres de Lyon là, qui nous ont dit qu'ils se faisaient des fois des sessions coworking ensemble. Donc, trop cool, tu vois, nous on savait pas. Donc ouais, effectivement, il y a des échanges qui se font entre eux, des ponts business aussi, parce que bon, c'est aussi l'objectif d'une communauté, hein, c'est de faire du réseau, même si c'est pas la mission principale de Marketing Flow, ça on insiste beaucoup là-dessus. Mais oui, il y a des choses qui se passent, ouais. Des Trop choses bien. chouettes. Et il y a des choses qui se passent entre les membres, effectivement, mais il y a aussi des choses qui se passent en termes de construction de contenu de manière encore plus durable et grand public, en fait, accessible au grand public au-delà de Marketing Flow. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots? Ouais. Alors la petite histoire, c'est, je pense que quand on a commencé à accompagner des boîtes à impact dans leur stratégie de croissance, il y en a beaucoup qui vivaient la même chose, qui était de dire, moi je me rappellerai toujours de Mathilde Canales, qui était Respo Marketing de La Vie et Belt. Donc pour ceux qui connaissent pas La Vie et Belt, ils récupèrent des pneus, ils font des ceintures. Je caricature un peu, mais en gros c'est ça. Et en gros, je fais une visio avec elle et je lui parle de l'importance pour son e-commerce d'avoir une séquence, par exemple, d'abandon de panier, etc. Elle me dit « Ah, mais j'ai pas envie de spammer les gens, etc. C'est pas éthique. » Et donc, en fait, cette difficulté à se vendre, à vendre son produit, à faire du marketing, c'était un vrai sujet parmi la plupart des fondateurs Respo Marketing qui nous ont rejoints. Et donc, moi, mon narratif et notre narratif là-dessus, c'est de dire, en fait, le problème, c'est pas l'email, c'est ce que tu mets dedans. Si tu envoies un email en disant J-1 avec moins 50% de remise, vite, urgence, etc., bah oui, c'est infâme en vrai. Et si tu en envoies 10. Mais si tu envoies un email pour rappeler les valeurs de la boîte, l'histoire, les bénéfices, etc., c'est différent. Et si tu n'es pas en train de pressuriser la personne. Donc en fait, il faut changer de vision par rapport à ça. Le problème, c'est pas le marketing, c'est ce que les gens en font. Donc on est parti de ce point-là et on s'est dit, OK, il y a un vrai problème avec ça. Donc on va envoyer un email à tous les membres, on va dire, OK, il y en a plein qui ne mettent pas assez d'intensité dans leur marketing et qui ne mettent pas assez d'actions en place. Il y a un problème, il faut qu'on en parle. Donc, faisons une visio, essayons de créer ensemble des règles de marketing qui nous conviendront, mais qui permettront quand même d'avoir de la performance. Et donc, en fait, on a fait une première visio. Megan avait organisé le truc, donc c'était marketing, responsabilité, où est-ce qu'on met le curseur, etc. C'est parti dans tous les sens, on était genre une 40aine de membres. Il y en a qui étaient en mode moi jamais je ferai code promo, moi jamais je serai sur Amazon, le GAFA c'est wow. Ok, on s'est rendu compte qu'on avait mis le pied dans un espèce de truc très compliqué et très subjectif. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas lâcher le morceau et qu'on allait continuer à discuter de ces sujets-là, faire différents ateliers. Et là je vais faire la passe. En tout cas, ça a passionné. Ouais, ça a passionné. Ça a soulevé un débat qui semblait houleux, mais en tout cas intéressant. Ah, mais clairement. Parce que c'est une histoire de curseur, hein. Tout ça, c'est qu'une histoire de curseur. C'est à quel, tu vois, tu me posais la question tout à l'heure de Circle, est-ce que c'est un outil engagé? C'est qu'une histoire de curseur, quoi. Et du coup, ce qu'on a fait à la sortie de cette visio, on s'est dit, bon, on va pas en rester là, on va continuer. On avait 36 personnes qui étaient chaudes de continuer à échanger là-dessus. On a organisé comme ça. C'est énorme, hein. C'est plus de 10%, plus de 10% beaucoup. de votre communauté, c'est 15% de la commu qui était prête à travailler avec vous sur ce sujet-là. Ouais. Ok. Ça me met des frissons. Et du coup, on s'est dit, on va pas en rester là, on va continuer à faire des visios. Donc, on a fait, je crois, 5 visios en tout, avec des membres à chaque fois d'1 heure, où on préparait. Donc, nous, on notait toutes les idées qui sortaient. Je vous dis pas, on utilise un outil qui s'appelle Miro pour ça. Je vous dis pas la tête du Miro, il y en avait de partout. On structure un petit peu plus, et à la prochaine visio, on attaque un pilier. Ensuite, on attaque un 2e pilier, 3e pilier, etc. Et en fait, on est venu comme ça nous a permis de lister plus de 35 bonnes pratiques. Pour faire un marketing qui est plus responsable. Donc on ne dit pas qu'une boîte à impact doit faire les 35, parce que c'est pas l'objectif, c'est plus pour s'inspirer, parce qu'il y a toujours des pistes d'amélioration. Et on s'est dit, on va lancer le guide du marketing responsable, co-créé avec les membres de notre communauté, donc 36 personnes qui ont accepté de participer au visio. On avait une team de relecteurs, on avait une team de gens qui ont fait de la rédaction, on avait une team de personnes qui donnaient des idées, etc. Donc on a réussi comme ça à structurer ces visios tous ensemble. Et à la fin, on a pu sortir le guide du marketing responsable qui fait, je pense, plus de 12 000 mots. Ouais, 14 000 mots. Qui est en ligne, qui est un guide tout sauf théorique, parce que chez nous, on n'aime pas la théorie, on aime beaucoup la pratique. Donc, c'est concrètement des best practices qui sont illustrées à chaque fois par des exemples, avec des petits, on aime bien les petits emojis doigts qui te disent comment faire pour mettre en place cette bonne pratique dans ta boîte. Donc, c'est une V1.
qui va être voué à être amélioré. Il y en a beaucoup plus que 35, c'est sûr. Mais c'était déjà une première version qui est sortie. Ça nous a pris 6 mois pour sortir ce guide du marketing responsable. Intense. Il est disponible sur notre site internet. Pas besoin d'adresse mail, c'est ouvert. Pas besoin de faire partie de la communauté de Marketing Flow. Donc, je vous invite à aller télécharger tout de suite. Oui, vous pouvez aller voir le guide qui est normalement très cool. On n'en est pas peu fiers. Et en fait, on s'est dit, ça c'est cool, le guide est en ligne, maintenant il va falloir en parler. Et du coup, on a décidé avec Pierre de partir faire un tour de France, encore une fois, du marketing responsable. On a sélectionné les villes où on avait le plus de membres. On s'est dit, on va combiner les deux. Et donc, on est allé dans 5 villes en France faire des conférences sur le marketing responsable et présenter le travail de notre communauté sur ce sujet-là. Donc, on est allé à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et Nantes. Évidemment. Bien sûr. À la cantine, d'ailleurs. Et on a fait comme ça des conférences pour présenter donc, les piliers majeurs du guide du marketing responsable et essayer de sensibiliser un maximum de monde à ce que c'est un marketing qui est responsable, parce qu'on parle souvent de marketing dans le sens environnemental, donc le respect de la nature, l'écologie, bilan carbone, mais il y a toute une autre partie qu'on occulte parce qu'elle est beaucoup moins facile et moins quantifiable, c'est toute la partie éthique, de ne pas prendre les consommateurs pour des cons, entre guillemets. Et donc voilà, on s'est dit on va essayer de sensibiliser un max de personnes, essayer de faire du bouche à oreille. Les membres qui ont participé au guide l'ont partagé sur LinkedIn. On a eu une énorme force de frappe en l'espace d'une semaine quand on a sorti une communauté engagée. Exactement, mais c'est ça qui est ouf. C'est ce qu'on gagne aussi en travaillant des contenus hyper forts. Ah ouais, non mais c'était dingue. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. J'avais un truc en tête. On t'a perdu. Aïe. Tu veux que je meuble ? Alors, du coup, quand vous avez fait votre tour de France, du coup, vous avez invité vos communautés locales à venir vous rejoindre. Est-ce que, du coup, c'est des gens qui sont aussi intervenus dans ces tours de France pour parler, alors prêcher la bonne parole, certes, mais qui sont intervenus au moment des talks pour partager des choses, leur expérience ? On n'a pas fait ça. Par contre, ils nous ont beaucoup aidés pour trouver les lieux, etc., pour nous mettre en contact, parce que du coup, ils connaissent l'écosystème local, donc ça, c'était trop cool. Mais c'est un juste milieu à avoir, je pense, quand on essaye de faire en sorte que... Je pense que c'est hyper intéressant. En fait, à la base, on avait un modèle qui était très vertical, donc c'est Mégane et moi qui transmettons des stratégies et les gens mettent en place. Et en fait, on essaie de passer à un modèle horizontal où chaque membre de la communauté peut mener à bien une initiative, peut faire quelque chose. Mais en même temps, il faut trouver le juste équilibre entre la personne, elle est motivée, elle a envie de mener une initiative, et là, on l'aide au maximum à le faire. Et le truc de demander trop aux gens, où en fait, au bout d'un moment, ils vont dire t'es gentil, mais moi, je paye mon abonnement. Exactement. Pour la plateforme. Donc, on essaie toujours de trouver le juste milieu avec ça. Mais pour te donner un autre exemple d'initiative dans ce sens-là. On a une membre de la communauté qui s'appelle Léa Guénifé qui accompagne les boîtes à impact sur Google Ads. Et en septembre l'année dernière, elle nous a dit moi, je suis trop chaude de faire un audit gratuitement chaque mois ou tous les 2 mois d'une boîte à impact de la communauté. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire. Donc nous, c'est incroyable. On reçoit cet email, on se dit OK, on va l'aider à le faire. Et donc en fait, on l'a aidé à rédiger un email, à l'envoyer à tous les membres de la communauté en disant je vous propose un audit, postulez dans ce questionnaire, je choisis un et je fais un audit gratuit et je le partagerai dans l'espace communautaire. Et en fait, quand elle a envoyé l'email, il y a 3-4 autres freelances qui ont dit moi je veux bien le faire en design, en copywriting, en SEO, etc. Et du coup aujourd'hui, c'est comme d'hab, je vous l'ai dit tout à l'heure, on templétise tout, donc tous les 2 mois, il y a un email qui part, c'est Léa qui l'envoie, c'est envoyé à toute la communauté, c'est les audits gratuits. Et du coup, là, maintenant, il y a 6 ou 7 freelances de la communauté. Il y a je crois qu'il y a de l'UX maintenant. Ouais. Facebook Ads, par exemple, avec Laetitia, qui est nantaise. Et du coup, c'est trop cool. Et donc ça, il faut vraiment arriver à capter ces petits signaux faibles de personnes qui ont envie d'aller plus loin. Et comment faire pour les soutenir et leur mâcher le travail, surtout. Parce que ce que disait Mégane tout à l'heure, c'est à nous de montrer l'exemple et être des facilitateurs. Je pense qu'il y a le mot animateur, mais aussi c'est faciliter les mises en relation, faciliter les passages à l'action. Et ça, c'est vraiment notre rôle, je pense, le plus gros rôle qu'on peut avoir en tant que quand on bosse avec une communauté, quoi. Très bien. Je pense il nous reste 7 toutes petites minutes pour les questions du public. Sauf s'il y avait un dernier sujet que vous vouliez aborder ou Non ? Allez, des questions. Du coup, est-ce qu'il y en a... Alors, je sais qu'il y a des membres de la communauté Marketing Flow dans la salle. Peut-être que certaines d'entre eux ont des questions. Je vois déjà des mains se lever. On va pouvoir commencer.
Bonjour et merci pour la présentation. Moi, je me posais une question. Donc, vous faites des événements toutes les semaines pour les membres de la communauté. On a vu avec le Covid que toutes les habitudes un peu sur les événements ont été changées et c'est aujourd'hui compliqué de faire venir les gens à des événements et même en visio. Est-ce que vous, comment ça se passe pour garder engagés les gens sur ces événements-là de semaine en semaine? Est-ce que vous avez encore du monde selon les sujets? Alors, les événements toutes les semaines, c'est des lives. Donc, c'est en ligne. Hein. Donc, pour le coup, je pense que ta question, c'est plus sur les événements physiques. En live aussi. Même Ok, en pardon. live. Alors, attends. Comment on fait? On a toujours du monde, en fait. Hein. En vrai, c'est en moyenne. Donc, on est 280 dans la communauté. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des gens, chacun a sa propre utilisation. Il y en a qui sont très asynchrones et qui vont interagir dans l'espace d'entraide et ils viennent jamais au live. Il y en a qui sont à tous les lives, mais qu'on voit jamais dans l'espace d'entraide. Et il y en a, ni l'un ni l'autre, ils aiment les contenus, ils nous suivent sur LinkedIn, tu vois. Donc, il faut aussi accepter ça, le fait que chacun a sa propre... Enfin, voilà, les gens sont là, il faut qu'ils kiffent aussi l'expérience, donc on va pas les forcer à venir. Et en moyenne, je pense, pour donner des chiffres, on a toujours sur les lives SOS Marketing, donc tu viens avec ta problématique et on te débloque, on est à peu près entre 5 et 10 par live. Toutes les 2 semaines du coup parce que c'est une fois l'un, une fois l'autre. Et du coup sur les live Rex Marketing, donc retour d'expérience, c'est un membre qui vient partager une action marketing qu'il a mise en place et après on l'aide sur sa problématique. Là on doit plutôt être sur des, je pense 15-20 en moyenne à chaque fois. Je sens que tu as envie de... Vas-y. Non. Non, c'est bon. Sur comment on les fait venir, y a un gros sujet sur les Rex Marketing. Il faut que le sujet soit intéressant. Il faut qu'il y ait de la nouveauté. Donc on essaye, nous, de faire en sorte que les personnes qui viennent présenter quelque chose en live, ce soit un angle intéressant, qu'il y ait des résultats remarquables pour que les gens y viennent, et que ce soit des sujets toujours qui changent. On n'a jamais eu 2 fois le même sujet en live, tu vois. On a parlé de communauté, on a parlé de Facebook Ads, on a parlé de BizDev, de génération de leads, de taux de conversion, des salons, de la presse. Je ne sais pas si Hélène est là d'ailleurs, elle a fait un live là-dessus. Elle est là-bas au fond. Donc tu vois, on essaye de faire en sorte que ça change régulièrement pour donner envie aussi aux gens de venir tout le temps. Et après, sur le live qu'on fait, qui est le live SOS Marketing, en fait, les personnes qui vont venir à ce live, c'est des personnes qui rencontrent des problèmes marketing en ce moment. Donc c'est rarement les mêmes. Alors il y en a qui viennent donner de leur temps juste pour aider, et donc là ça peut tourner, mais non, franchement ça tourne assez. Hein. Franchement c'est très différent. Mais quand tu vois passer un email qui te dit prochain live SOS Marketing, viens nous donner ta problématique, on va t'aider. Si en ce moment tu galères à mettre en place ton CRM, tu dis vas-y feu, je vais y aller, tu vois. Ou alors tu as lancé une pub qui marche pas du tout. Je vais peut-être aller prendre des avis, voir un peu. Donc ça c'est l'avantage qu'on a, c'est le côté ça se renouvelle tout le temps. Et comme l'autre live, c'est tu viens avec une problématique, il y a forcément des membres dans les 280 qui ont une problématique en ce moment. Donc voilà comment on fait. Et s'ils viennent pas, ça veut dire que tout va bien et on se dit nickel, Tant tu mieux. vois. Mais on a souvent du monde. Ouais. Ou alors c'est qu'on est en spam et là tout va mal. Oui, ça peut arriver aussi ça. Autre sujet. Je crois qu'il y avait une autre question. Ouais. Moi j'ai 2 questions pour vous. La première c'est de savoir à partir de... Je suis ici. Je veux savoir à partir de combien de membres est-ce que la communauté elle a du sens d'exister? C'est ma première question. Minimum, tu veux dire? Oui. Franchement, je pense d'ailleurs qu'il faut plus avoir une toute petite communauté au début, puisqu'en fait, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'arriver et de transformer une audience. Par exemple, je sais pas, tu as une newsletter avec 4000 personnes et boum, tu les envoies sur une interface, il y a 600 personnes. Bon courage pour créer un sentiment d'appartenance, pour co-construire, etc. Donc je pense que ce qui est hyper important, c'est de commencer petit et de grossir au fur et à mesure. Et si tu grossis trop vite, ça peut aussi casser. C'est comme dans les boîtes, la culture de boîte. Si d'un coup tu scales de 50 employés à 500, c'est hyper dur de garder la culture. C'est les mêmes problématiques. Donc je pense qu'une communauté, ça peut être 10 personnes dans un premier temps et après, au fur et à mesure. Et après, pour le nombre max, franchement... c'est difficile à dire parce que tu as plein de choses à mettre en place. Si demain on est 1000, mais qu'en fait on arrive à vraiment développer au niveau local, du coup, vu que, je sais pas, imagine, il y a 100 personnes par ville, des événements toutes les 2 semaines, etc., ça fait du sens. Donc tout dépend ce que tu mets en face du nombre de personnes pour que ça fonctionne, je pense. Ouais, moi je suis d'accord. Je fais partie de certains Slack où on est 10 000. Je me sens pas du tout appartenir à cette communauté. Pour moi, c'est plus un média ou au cas où vraiment j'ai un problème, je vais poser une question, mais j'interagis jamais. Alors que des Slack ou des WhatsApp où on n'est pas nombreux, tu es tout de suite plus investi. Donc je pense pas qu'il y ait de minimum. Maximum peut-être, pour que ce soit qu'il y ait de l'engagement. Minimum, je pense pas. Après, si t'es 2, c'est pas une communauté, je pense. C'est un duo, quoi.
Ok, trop bien. Et du coup, la question, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites pour rester connecté avec 280 personnes aujourd'hui? Ils connaissent les prénoms de tout le monde? Quasiment. Pierre est très bon là-dedans. C'est-à-dire que on s'est réparti les tâches dans Marketing Flow. Donc moi je vais avoir la casquette plus tech, donc j'ai fait toute la plateforme, je m'occupe du design, enfin voilà, tout ce qui va être tech design c'est moi. Et toute la partie vente, maintien des relations, etc. c'est plus Pierre. Alors on fait tous les deux un peu tout, hein, on est une petite boîte donc forcément on touche à tout. Mais il y a un énorme travail Pierre a mis en place une automatisation où il envoie un mail automatiquement à toute personne qui rentre dans la communauté au bout, je crois que c'est un mois. 3 semaines, ouais. 3 semaines dans Circle. Et comment ça va? Comment ça se passe sur Marketing Flow? Est-ce que tu trouves, t'as tes repères, etc. T'as besoin d'aide? Et après, il envoie aussi un mail sur LinkedIn, un message sur LinkedIn un peu plus tard, tu vois. Et donc, c'est ça, c'est de prendre contact en one-one. Alors oui, on est 280, c'est encore gérable. Puis même, tu vois, quand les gens commentent nos posts et tout, des fois, on envoie des petits... Moi, ça m'arrive très régulièrement d'envoyer un petit message. « Ah, salut, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en live. Tu deviens quoi? Comment ça se passe? Est-ce que je peux t'aider? Oublie pas de venir au SOS Marketing si tu as une problématique. » Souvent, les gens te disent « Ah, en ce moment, je galère à faire ça. » Et là, tu dis « Bah, viens au prochain live !» Ou poste dans l'espace d'entraide. Donc ça, c'est un taf aussi complètement... Tu peux automatiser la prise de contact. Par contre, la réponse derrière et la gestion de la discussion, c'est manuel, quoi. Et c'est important. Moi, je suis vraiment un grand partisan de la phrase « do things that don't scale ». Je pense qu'il y a trop de personnes qui disent « j'ai pas le temps et du coup, j'automatise tout ». Et en fait, derrière, ils n'ont pas de résultat. Et ils disent « je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire ?» Prends le temps de faire bien les choses, en fait. Donc des fois, ça m'arrive de péter un câble et je regarde les gens qui sont rentrés sur Marketing Flow il y a 3 mois. Et je vais sur LinkedIn et je shoot un message à tout le monde à la mano. Pour demander comment ils vont, est-ce que ça roule, est-ce que la boîte se développe bien, est-ce qu'ils ont des besoins, et je vois si je peux mettre en relation, je vois si je peux partager un tuto, etc. Franchement, on croit que ça prend du temps, mais non, ça prend quoi, 30 minutes, 1 heure, et ça a beaucoup plus de valeur que de se dire, mais merde, je comprends pas, j'atteins pas mon objectif, ça marche pas. En fait, faire des choses à la mano, ça a souvent beaucoup plus d'impact d'essayer d'automatiser des choses. On va prendre une toute dernière question. On est encore dans le timing, mais... Salut. Au tout début, vous parliez du fait de définir un projet pour que tout le monde puisse s'y raccrocher. J'ai l'impression qu'à peu près sur toutes les communautés, c'est un peu la pierre angulaire du truc, quoi. Les gens, sinon, ne savent pas comment passer à l'action et tout. Est-ce que vous avez des conseils à donner là-dessus et comment ça s'est passé en fait, pour définir ce truc qui permet à tout le monde ensuite de se raccrocher dessus? Alors du coup, dans la jeunesse de l'histoire, nous au début on était une newsletter. En fait, on s'est pas dit, quand on a commencé à se dire on va monter un projet ensemble, on savait pas que ce serait une communauté. Et je sais pas ce que ce sera dans 5 ans, pour être honnête, parce que ça bouge beaucoup et ça évolue. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a commencé avec Pierre à se dire on veut monter un projet ensemble, on a envie de faire aller le monde dans le bon sens. On s'est posé, on a fait une session brainstorming créativité. Avec un PowerPoint en mode on avait fait des petits jeux genre super-héros machin et tout, mais en fait c'est pour donner du concret, mais on a posé notre mission tout de suite avant même de commencer à dire on va faire un deck, on voulait faire des decks au début de formation, après on s'était dit on va être un organisme de formation, après on savait pas trop vers où on allait, mais par contre on savait pourquoi on le faisait. On savait que nous on voulait aider les entreprises à impact à gagner des parts de marché pour qu'elles deviennent la norme. Donc ça c'est le premier truc, c'est nous une fois qu'on est au clair sur notre mission. Déjà, après, tous tes messages, ils sont clairs, en fait. Tu vas t'adresser à ta cible, donc aux potentielles personnes de ta communauté, avec un message qui est hyper clair. Donc, pour moi, c'est plus partir de là. Et après, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre cette mission? Et nous, c'était, on va aider les boîtes à impact, fondateurs de boîtes, responsables marketing et freelance, à s'entraider, à mettre en place des stratégies growth marketing, etc. Tu vois, donc, en fait, petit à petit, ça s'est dessiné et c'est devenu un peu une évidence. Les critères dont parlait Pierre, donc on en a 3. Il faut faire du marketing, il faut être responsable d'une boîte, responsable marketing d'une boîte, fondateur ou freelance, et il faut mettre l'impact positif au cœur de ta mission. On a mis des exemples hyper concrets. Hein, tu vois, sur notre site, c'est marqué tu fais du bio, du recyclé, de l'upcyclé, de la mobilité verte, de l'inclusion sociale, de la diversité, de la mixité. Enfin, tu vois, on a mis des exemples très concrets. Ça a coulé de sens en fait, parce que c'était la suite logique. Et du coup, je pense que c'est partir de ta mission de boîte et qui tu veux aider à atteindre quel objectif pour aller vers cette mission, tu vois. Mais je pense que c'est un taf qui est super important au début parce que tu vois, créer des communautés marketing, il y en a plein.
des groupes Facebook marketing, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'interaction dedans? Est-ce que les gens ils s'identifient vraiment à ces communautés? Est-ce qu'ils sont fiers de dire moi j'appartiens à telle communauté? Je sais pas, moi je suis dans plein de groupes, je n'ai pas l'impression d'appartenir à leur communauté. Par contre, si tu restreins un petit peu et que tu dis bah moi je vais aider des marketeurs qui font X ou qui font ça ou qui veulent atteindre tel objectif ou je sais pas un truc très niché, tu vois, sur le marketing produit. Bah là, déjà, tu t'assures d'avoir une énorme cohérence entre toutes les personnes qui sont dans ta communauté. Ils partagent les mêmes valeurs, ils vont dans la même direction. Et c'est ce qui fait qu'ils vont oser aussi se parler, plus s'ouvrir et montrer... on dit souvent avec Pierre, faut être capable de montrer sa vulnérabilité. Et ça, tu le fais pas avec des gens à qui tu n'as pas confiance en face. Donc c'est à toi de poser ces valeurs-là, de poser ta mission, etc. et de définir du coup les critères d'entrée dans ta communauté. Nous, on parle d'engagement, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Ça peut être sur tout et n'importe quoi. Yes. Ça répond à ta question? Trop cool. Merci Mégane, merci Pierre. On arrive à la fin de ce talk. Néanmoins, je sais que Pierre et Mégane sont tout à fait ouverts à la discussion, puisqu'ils enchaînent là, dans quelques minutes, un apéro avec la communauté Marketing Flow. Mais même si vous n'en faites pas encore partie et que vous n'avez pas encore votre abonnement, ce qui ne saurait tarder, vous pouvez tout à fait les rejoindre et ils seront ravis de répondre à des questions complémentaires qui n'auraient pas déjà été vues. Oui, on va donner un petit sticker comme ça à tous nos membres. Donc si vous voyez des gens avec un petit retrouverez les smiley, membres, vous pouvez les toper et dire exactement. Il faut qu'on leur parle et on veut parler avec vous de la commu. Exactement. Trop bien. Merci à tous. Merci à vous. Et bon after work.